YouTube, hanno l'aiuto di un libro di Marco Castellani e il podcast, e hanno la storia di Logorso e sai, j'ai un peu vulgarisé, e volevo mostrare prima di tutto per fare un'introduzione della conferenza e voilà. Marco Castellani parlava di uso libro, di storia di Uganto di maniera generale, di storia di maniera generale, penso, di storia attraverso di Uganto, e dopo ci sarà un momento di scambio, poi le domande e forse dopo potrete firmare il vostro libro se voi l'avete o comprarlo, vedremo insieme. Ecco, vi faremo una bella conferenza e un buon filmetto. Ecco, allora. Ah. E donc il filmetto fa da fantasetta, diciamo. Ma forse l'avete già visto. Vous pouvez admirer Corbar en attendant. Superbe village du petit blanc qui gère l'ordinateur. Il faut que tu le montes là-bas, non? Attends, il est coupé. Il est coupé là-bas, non? Tanta gente esce, eri, odia. Tanta gente e... Via la blocca. Ah, ma aspetta. C'è un problema, vabbè. C'è il culo di spazio. Tanta gente esce, eri, odia e domanda. Tanta gente esce, musica. Tanta gente esce, tanta gente... Tanta gente esce. Connexion totale avec les militaires dans l'histoire de... Il y a même nos conférences. Aujourd'hui, de nombreuses représentations musicales sont faites dans le lieu devant lequel nous nous trouvons, le Spazio Cultura Nadal e Lugiat. Beaucoup de personnes passent devant ce centre culturel, s'y arrêtent sans pour autant porter attention à savoir qui est Nadal e Lugiat. Il est entre autres un personnage majeur du groupe Cantano Logorso, c'est tout l'intérêt de notre propos. Il est infatigable comme chacun des membres qui ont formé les fondations de ce groupe qui a révolutionné définitivement le paysage musical corse. Quale sia la maniera di lottare
les années 60, la production de chansons corse est assez importante, dominée par les grands tels que Charles Rocchi ou Tino Rossi, mais avant tout tournée vers un apport extérieur, qui crée l'idée du Corse à Dodane, dans le maquis rempli de bandits et de tambours. Il faut aussi prendre en compte que l'île sort de la Seconde Guerre mondiale, la Corse est profondément française, et elle vient de la défendre en donnant ses enfants sur le front. Quant à Bobolo Gourso arrive alors comme un véritable combat contre l'acculturation. A principio lì era un gruppo, non esiste manca appena. Tre appassionati di musica, Xavier Valentini, Minigale e Giampaolo Boletti, collano il sermone. Si dice che qui si canta sempre a Badina. Giunti in paese, tra i cantatori si vede un uomo, un giovane di 20 anni, Pedro Belfucci. I quattro facciano conoscenza. I quattro amici in Angelo Luciani che ha raggiunto un progetto facendo esce un po' tempo due titoli, O Borsi per terra di montagna e A Pasquale Bauli. Hanno deciso di fare ciò che Odonto Borso non fa più, cantare in Bolivonia. O gore di canta è qui, a tradizione con l'innovazione, sono veramente discovato ben rivoluzionari. In un 75 esce Eri, Odie e Domande canta Bobolo Corso. Lì è di portare della banda ciò che si gira perso e arcaico. Lo successo in Wisco dà un nome al gruppo. Non è mica una domanda, canta Bobolo Corso, ma piuttosto un'affermazione, gli canta Bobolo Corso. Wisco dà una vera antropologia diagnostica, come per descrivere la sua cultura, lamenti, bogeri, canti e soprattutto un Dio vis-à-vis regina. A parte di 73, a Giunto Gorsa risponde a Giama, abbandonando a cultura vorca. Scontri organizzati non sono mica vari concerti, ma momenti improvvisati in cui ognuno può cantare qualcosa per far sentire ciò che lo conosce. In l'82 esce C'è di noi. Natale Lugiani è un creatore straordinario, Christophe McDaniel per la direzione artistica. Un disco è indiato con certi titoli, Corsica Nostra, Lettera di un mulatero a Gorso, per dire che il tempo di aver vergogna è oramai il compio. En 1984, Nadal Luciani est incarcéré pour détention d'explosifs. Le groupe se produit quelques fois et finit par se mettre en sommeil. En effet, c'est un point important à développer, leur militantisme. En 1975 paraît un double disque, Aléria. À l'intérieur, la première musique dénonce la violence de la justice. L'intérêt pour Kant est de donner la version corse de l'événement. Le deuxième titre, lui, Edmond Siméon, il traite du courage des militants défendant leur Corse. En fait, après 1975, l'artiste est réellement devenu un militant culturel. Derrière sa nation, un repère usage de la force. En 1976, l'album Libertà sort, toujours marqué par un fort engagement politique. C'est aussi là que le groupe se structure. Les concerts se multiplient sur des scènes toutefois improvisées et des conditions précaires. Les tensions apparaissent et parfois des concerts sont interdits.
Ces derniers deviennent payants et l'argent est reversé, par exemple, à des associations de prisonniers ou des aides aux jeunes agriculteurs corses. En janvier 1980, lors de l'affaire Basteliga-Fesch, Cece Buto, membre fondateur du groupe, est incarcéré. Bientôt suivi par Natale Luciani. C'est la fin d'une période dorée pour le groupe. Un così un gruppo perde un po' di asobudenza, asolascida ed apertura. I Giamadialesi, Aviletta e Mourini si cantano hanno semplicemente eseguito lo scopo di canta rendere un onore verso a un popolo che si crea senza cultura e senza bene. Ecco, oggi andiamo a fine del nostro filmetto e abbiamo fatto un po' di furia per parlare di canto popolo corso, se volete sapere di più nel gruppo e nel canto corso in maniera generale, mi invito a leggere una storia del canto corso uscito un po' di tempo fa, scritto da Marco Castellano. E di laracai tondi innocenti, grida gli misteri, si saranno sbagliati, si saranno bruciati, la notte scura, consumata sconfitta, fatto vedi, e hai riurato forti che... Voilà, on pensait ça intéressant quand même de passer ça avant l'introduction, même si bon, bien sûr, le tout est, même l'entièreté et le travail de Marco Castellani mis en vidéo pour un peu vulgariser et faire ça en 8 minutes. Maintenant, il va vous raconter ça, mais de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus complète et beaucoup plus informée et riche que nous on l'a fait. Bon voilà, Marco Castellani, animateur radio, chanteur, on le présente quasiment plus. C'est des phrases clés comme ça. On peut le présenter, voilà, il fait beaucoup de choses. Bon, enfin voilà. Et donc, on peut mon Chakamana, Tereng Radial, e così va per meno. Saluto a tutti, diciamo per principiare, grazie all'associo Storia 97 per il bello filmetto che l'hanno fatto, per questa messa all'onore di sopra una storia di corso. Io sono assai commosso anche chi sul libro che a Hugo Frank all'origine era venuto una scommessa e sono assai commosso che era più possibile regolare così e provare l'interesse di gioventù, di sassoggio di storia, conoscere un amore per la storia di corsi che penso e dunque io ringrazio e penso che con questo lavoro che l'hanno fatto qui di una maniera di portare l'idea, di portare la memoria con strumenti che sono strumenti giovani e voilà, nome mio bon, penso di tutti noi. Vale una sciaccamanata, veramente. Voilà, grazie a tutti. Donc, una storia au canto corso, comment dire, à l'origine, je l'ai dit, c'est un petit peu un pari. Un pari parce que, bon, on commençait à avoir pas mal de matière sur un giorno una canzone qui avait commencé à se rapprocher d'une dizaine d'années d'activité. On avait quelque chose comme 400-450 chroniques écrites. Donc ça commençait à constituer en fait mi bout à bout quelque chose d'assez cohérent, qui pouvait raconter une histoire. Et puis de l'autre côté, il y avait l'émission Storia que j'avais fait qui me permettait d'une certaine manière d'avoir une petite lecture de l'histoire de la Corse contemporaine. Donc le pari de ce livre, en fait, ça a été de proposer un triple niveau de lecture. Le premier niveau de lecture, ce serait vraiment ciò che faccia carne d'un giorno una canzone, c'est-à-dire l'anecdote des chansons, ce qu'ont pu me raconter, je dirais, les témoins vivants ou encore les recherches que j'ai pu établir dans le domaine du chant. Donc vraiment l'anecdote. Voilà, Agarne di Ubezzo. Ensuite, je pense que ça, c'est un peu la nouveauté.
c'est de proposer une histoire du chant corse, avec tous ses manques, avec toutes ses limites. C'est précisé che una storia di Ugantu Gorsu potrebbe essere stata a mia storia di Ugantu Gorsu, ma in tutti i casi è un'opera che propone dall'origine sino ai tempi d'oggi, un libro si dal 24, 2024, mica 1900. Donc voilà, c'est quelque chose qui propose quand même une traversée assez longue dans l'histoire du chant corse, voilà, qui aura ses manquements, ses limites, comme toutes les histoires, mais qui se propose de tenter de le faire, parce que si tant est qu'on puisse vraiment le faire, étant donné l'aspect profondément lacunaire que peut avoir le chant comme matière, surtout dans toute sa partie qui émane de l'oralité. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis ensuite, dans un troisième temps, moi je trouve que c'est intéressant d'utiliser la matière historique que constitue le chant. Alors il faut s'en méfier un petit peu, et en même temps, ça peut apporter des choses qu'on n'a pas par ailleurs. Ça n'est pas le travail rigoureux de l'historien qui passe par le clerc de notaire. Je ne me suis pas enfermé dans les caves du Banco San Giorgio à déplier les rouleaux, je ne sais pas le faire. Voilà. En revanche, je trouve qu'il y a dans le chant corse un témoignage de la pensée d'un temps au fil des époques. Et qu'en soi, le chant peut constituer un témoignage, une matière historique. Et c'est un petit peu une très modeste proposition d'une histoire de la Corse, un petit peu vue par ce biais-là. Pourquoi je dis que c'est piégeux et à la fois intéressant? C'est piégeux parce que vous n'avez pas justement les grands courants, vous avez l'aspect contestataire souvent qui apparaît à travers le chant. C'est là la qualité, c'est là la limite. Vous avez une histoire contestataire, vous avez une histoire qui se construit souvent en opposition, qui est en réaction à une situation qui est perçue comme subie. Et donc, partant de là, vous allez avoir comme, je dirais, une histoire du frein à main, de la résistance, quoi, qui a pu avoir lieu face aux évolutions de ce pays. Et ça apparaît de manière, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais de manière spectaculaire, je dirais, dans les années 30, où on a une vaste, même avant, il y a une vaste déploration des villages qui se vident, de cette tertiarisation de la société corse, du fait que tout le monde s'en va chercher des employeurs, tout le monde au pied di e poi quando voi guardate, piate l'enciclopedia di Via Groge o di Gecaldi, guardate ciò che arriva ai tipi, a chi è giudice in Tunisia, a chi è in Cochinchine, a chi è... Voilà, tout le monde déplore le vide et le sous-développement des villages, mais personne n'y vit. Et énormément de ces gens-là sont partis. On voit donc comment cette matière peut constituer d'une certaine manière, en réalité, comme une soupape, voilà, de la société. Mais en tout cas, sur des époques comme les années 70, justement, et puis même plus tard, même dans les années 90 par certains aspects, on peut retrouver, en regardant d'une certaine manière, en analysant les textes, à travers le chant, une matière historique qui est vivante, qui est très directe, et qui surtout, d'une certaine manière, émane purement d'un intellect corse et corsophone, ce qui est unique. Parce que c'est le seul endroit où vous pouvez trouver vraiment i corsi qui sont sempre in sua materia culturale prima che la sua lingua et qui s'expriment. Voilà. Donc ça a été un petit peu les éléments, les trois niveaux de lecture que j'ai voulu placer dans ce livre. Je pense que c'est peut-être opportun, alors déjà de préciser une chose, moi je n'ai jamais prétendu, voilà, parce que c'est Stour 97 qui invite, hein, je le précise, je n'ai jamais prétendu, ni de près ni de loin, au statut d'historien, je suis un vulgaire vulgarisateur. L'historien, c'est quelqu'un qui cherche de la matière, qui prend des documents d'époque et qui fait ressortir de façon rigoureuse la réalité d'une époque. Moi, je me situe un petit peu après ça. C'est-à-dire, je prends le travail de l'historien et j'essaie de le redistribuer. De manière générale, ça se fait plutôt à la radio, voilà, de manière la plus ludique et la plus plaisante possible pour répandre d'une certaine manière cette connaissance dans toutes les couches de la société. C'est un petit peu, par exemple, le pari de l'émission Storia. Donc pour moi, ce que je dis là, c'est d'un intérêt relatif. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'échange que nous aurons tout à l'heure. Et ciò che mai da porta voi, e oltre critiche, e oltre tout le monde forse, se ci posso rispondere come destia. Voilà, ce qui est intéressant,
intéressant, c'est l'échange là-dedans. Hein. C'est pas que moi je déblatère, que je pérore ici pendant 1h30. Donc ça, ce point étant éclairci, je pense que c'est utile aussi de dire 2 mots sur le choix de la langue. Moi, je vais être franc, quand j'ai dit, bon, andiamo au libro non te mogona, les gens disent, ah ouais, c'est une très bonne idée, l'andiamo en corso. Ça jetait d'effroi. Hein. Et bon, heureusement que je ne suis pas passé par un éditeur qui nous a brouillard, parce que je pense qu'il y avait vraiment un côté très... les gens sont très circonspects. C'est un choix qui s'explique à 3 niveaux. Le premier niveau, pour moi, il est très important, di rende ciò che abbiamo ricevuto, vale a dire il genio della lingua. Le plus bel genio della lingua corsa è uso conto. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il y a un principe de loyauté vis-à-vis de ce que l'on reçoit. E l'universo che ho frequentato, quelli che mi hanno portato assai in durante il corso, erano gente che l'hanno fatta in parte per salvare la lingua. E non si salva mica una lingua senza praticarla. Si può girare a fare in tutti i sensi, si può mettere in avanti l'idea di chi boncio, l'integrato tutto, d'accordo, non si salva mica una lingua, solo on la pratica mica, puisque on la rend inopérante. Donc c'était un peu cette espèce de, je dirais, de loyauté par rapport au combat des générations futures, des générations passées, et peut-être celui des générations futures pensava chi impiega la lingua di essere leale riguardo a sta lascita, che è quella di Ugantu Gorsu. Ça implique aussi une dimension militante, et ça je pense que c'est très important là aussi d'avoir de la sincérité et de l'honnêteté intellectuelle. Moi je ne suis pas quelqu'un qui croit beaucoup à la neutralité, je crois beaucoup à l'honnêteté intellectuelle. J'ai gravité personnellement dans le milieu médiatique. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est un milieu où souvent hein, on revendique la neutralité, moi j'aimerais bien savoir qui est neutre, quoi, qui n'a pas son prisme de lecture, qui n'a pas son idéologie. Et c'est une tradition d'ailleurs très française d'avoir une presse d'opinion, pour le coup. La presse d'opinion, qu'est-ce que c'est? C'est être rigoureux sur les éléments qu'on avance, c'est ne pas diffuser de fake news, mais c'est aussi l'honnêteté de préciser d'où l'on tire. Qual est qui scrive? Quand vous écrivez dans Libération, ça n'est pas écrire dans le Figaro, ça n'est pas écrire dans Le Monde. L'organe que vous utilisez est une signature. Et moi, personnellement, je l'ai toujours dit de façon très tranquille, on s'est mis qu'au violo di Uiatu. Je suis le fils d'un fondateur de l'ARC. Voilà. Donc, vous savez de quel bord politique, quelque part, l'influence a pu naître avec toute l'honnêteté intellectuelle et toute la rigueur sur le traitement des faits. Il y a une sensibilité là-dedans. Voilà, j'irai à Ponteno où je sais de quel côté je suis du pont. Et c'est utile de le préciser. Voilà, j'aurais écrit à l'époque, s'il y avait un article à écrire, je l'aurais écrit dans les ragoiles, je pense. Peut-être très mal, peut-être avec plein de maladresse, mais en tout cas, j'aurais été de ce bord-là, en tout cas, j'espère. Donc voilà, ça c'est une autre précision, mais je pense que c'est important, quoi, parce que ça relève vraiment de l'honnêteté intellectuelle. Ensuite, pour poursuivre sur le choix de la langue, il y a un deuxième élément qui, à mon avis, est très important. On ce l'è mica a sottostima abbondanza di lingua corsa. Perché quando si parla di Ugantu Corso si parla in questo libro assai di società. Quando volete portare una materia critica, quando volete parlare di elite traiante, di tensioni che sono interne alla società, va sicuro che la lingua corsa è più adatta che la lingua francese, perché è di una lingua che è stata quella di un popolo che ha avuto a gestire queste contraddizioni, questi contrasti, e dunque impiegare il corso dirà avere una grande libertà di scrittura e una grande libertà di espressione e una materia letteraria adatta a parlare di contrasti sociali. Dunque a questo livello qui io dirà assai di più utile, adatto di fare una lingua corsa che di fare una lingua francese, d'apprezzamento in tutti i casi, non c'è un soggetto preciso. Avrei fatto un libro non c'è storia, ciò non ho mica l'intenzione di fare perché per me appartiene al dominio di storiani.
tanto l'aveva in francese, se gastato forse di più adagio a fare certe analisi storiche in lingua francese, ma per ciò che tratta di contrasti sollevati da un corso per me era di più adatto di fare in lingua corsa. E per terzo punto, poi ho faccio alla corta, o mi piace non tanto i storytelling personali, di un piacere di scoprire la lingua in un'altra maniera, perché quando tu descrivi in lingua corsa un'opera di parecchie centinaia di pagine, a riscoprire in un'altra maniera, ed è stato un lavoro per me che mi ha permesso una volta di più di sentire giugo riguardo alla lingua, e sentire giugo riguardo alle cose, penso che sia una delle più belle cose che ci può accadere, di essere richiamati ai nostri limiti, alle nostre incompetenze, e di cercare giusto appunto di avanzare in mezzo a quello per essere appena ingrandati. E questo è un cammino di umiltà che io trovo interessante a compiere. Dunque, questo è per parlare in poche parole di l'idea generale di una storia di canto corso. J'ai un élément moi qui m'a frappé dans cette recherche, c'est la facilité avec laquelle on a pu dessiner les chapitres. Voilà, souvent ça peut être un casse-tête. Moi je trouve que les époques littéraires du chant corse sont quand même très identifiables. Vous avez, en amont de tout ça, un gros paquet, voilà, qui est le traditionnel. Le traditionnel, c'est une notion qui est vague, qui est complexe, mais qui est surtout, pour moi, j'aime bien utiliser l'image d'une énorme pâte à pain qui passe entre les mains du boulanger. Et ce boulanger-là, il a tout son temps. Donc vous avez un apport qui est potentiellement préhistorique, vous en avez un autre qui est de l'époque de la Renaissance, mais quelque part on s'en tape, puisqu'on a 200 ans devant nous pour l'intégrer, le faire entrer dans la matrice intellectuelle de la société. Donc petit à petit on a cette espèce d'agglomérat d'éléments qui sont des éléments très différents, très anciens, mais qui constituent un tout, et un tout qui répond, c'est là où c'est intéressant aussi, qui répond quelque part à des besoins. C'est là où le chant corse il a quelque chose, à mon avis, de très intéressant. C'est que, dans sa matrice traditionnelle, il répond à des nécessités sociétales. Qu'est-ce que c'est, en fait, l'idée auquel on essaye de tordre un petit peu le cou? Si vous regardez systématiquement la manière dont est présentée l'histoire de la Corse, je dirais par ce qui constitue la diffusion de masse. Évidemment, je ne fais pas injure aux historiens présents dans la salle, je sais qu'ils se battent pour justement limiter cet effet-là. C'est de dire que l'île, somme toute, n'est qu'une succession de dominations. Et c'est toujours une histoire qui est écrite, pensée de l'extérieur, avec une vision de domination. Jamais les Corses n'ont pu être à l'innovation. Aléria est une cité grecque. C'est évident, il n'y avait pas de Corses quand ils sont débarqués. Ils sont tombés dans le vide et heureusement, ils ont apporté la civilisation. Ensuite, nous avons été, comme tout un chacun le sait, soumis aux Étrusques, soumis aux Carthaginois, soumis aux Romains, puis ensuite, on ne sait pas trop, mais probablement soumis à quelques barbares de passage, avant d'être soumis à Pise, d'être soumis à Gênes, et Gradiadi, ou d'être soumis à la France. Je pense que l'histoire, en fait, dans sa réalité, et ça, quand vous regardez vraiment les prospectus, les trucs, ils passent sous domination, sous domination, sous domination, sous domination. Sauf que, si on rentre véritablement dans une histoire des Corses, je discutais l'autre jour, j'ai eu le plaisir à la radio de recevoir, c'est un exemple que je trouve criant, donc je pense que ça vaut le coup de le poser. On a reçu, à 2 jours d'intervalle, Philippe Pergola, qui est un spécialiste de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, et on a reçu Olivier Géras, qui est un spécialiste aussi de la période romaine. On a posé aux deux la question, la chute de l'Empire romain, est-ce que c'est un événement violent et traumatisant pour la Corse? C'est vrai, la chute de Rome, voilà, le dernier empereur qui se déculotte devant Odoacre, qui a un casque à pointe, voilà, ça fait vachement peur, quoi. Est-ce que... il dit, les deux ont eu la même réponse, on dit je ne suis pas sûr que les gens s'en soient rendus compte. Voilà, vous voyez, ça c'est exemple typique d'histoire brute et historiographie, c'est-à-dire la manière qu'ont les gens de le percevoir. Ça je trouve que c'est un point important. Donc, dans cette histoire-là, on parle par exemple du siècle de fer.
Le siècle de fer, qu'est-ce que c'est? C'est cette période où les Chinarchesi se sont cassés la gueule, San Piero Borso s'est cassé la gueule, et les révolutions ne sont pas encore arrivées. Donc, pendant une période d'un peu plus d'un siècle, Gênes règne en maître en Corse. Et bon, l'idée du siècle de fer, les garnisons génoises, je pense sous contrôle, sotto contrôle, disent les Italiens, mais la plupart du temps, c'est 1 millier de soldats sur toute l'île. Expliquez-moi comment on fait régner un siècle de fer en Corse avec 1000 soldats. C'est-à-dire que dans l'absolu, vous vous mettez mal avec 3 villages, vous êtes en infériorité numérique. Bon, là-dedans, la réalité profonde de l'histoire de Corse, c'est celle d'États qui sont souvent des États faibles, des États lointains, des États perçus comme parfaitement étrangers pour les insulaires, qui eux-mêmes, au final, se constituent en contre-société, en contre-pouvoir, et définissent au final les équilibres d'une société sans État. Et c'est là où je reviens au sujet initial, parce que je ne m'en suis jamais écarté, c'est l'idée que le chant, dans cette réalité de peuple sans État, qui a besoin, dans ses tensions, dans ses contradictions, de se trouver un équilibre précaire, souvent très violent d'ailleurs, eh bien, le chant a rempli une fonction. Il est au centre de cette fonction sociétale. Et ça se retrouve parfaitement quand vous étudiez, que vous comprenez la matrice intellectuelle du Borgero et du Lamento. Il y a évidemment dans des morts naturelles quelque chose qui appartient à la douceur, à la déploration absolue, au deuil qui dit Giampiero Augusto, qui dit spantigado, qui dit mudiado, qui dit dimostrado. Mais quand c'est de la mort violente, vous avez quelque chose qui est profondément juridique dans cette histoire-là. Ce sont des plaidoiries. Ce sont des gens qui veulent faire entendre leurs bons droits parce qu'ils savent que la justice ne viendra pas. Et que personne ne viendra les aider. Ils sont seuls dans la violence qu'ils subissent, ils sont seuls à porter leur deuil. Donc, il y a là-dedans une fonction qui est profondément cathartique. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir lire, par exemple, certains Borgeri du Fiumorbo. Il y a un détail des faits, des personnes impliquées, on dirait que c'est l'ouverture d'un procès. Voilà, il y avait un tel, ils sont passés là, ils ont fait ça, ils ont pris les armes ici. C'est vraiment quelque chose de profondément juridique, c'est presque judiciaire. Et on voit véritablement que c'est quelque chose qui est situé dans la culture orale d'une société, d'une contre-société même on peut dire, qui n'a pas d'État. Et je trouve que c'est ça qui lui donne son aspect formidable. Et ce qui est intéressant, c'est que cet aspect, c'est-à-dire la capacité du peuple qui n'est pas structuré dans les grands canons des nations, mais qui a besoin quand même de s'exprimer et de faire entendre sa réalité. Ça va devenir quelque chose de spectaculaire à partir du moment où les Corses vont conserver cette usance à l'époque moderne, à la fin du 19e siècle, et puis ensuite, plus tard, quand ça prendra une dimension véritablement dramatique dans les années 70, voire plus tard. Et c'est dans cet aspect-là, je trouve qu'il y a une vraie matière historique et un vrai côté fascinant dans l'utilisation qu'ont fait les Corses de la musique et du chant. Il y a évidemment une dimension récréative, mais c'est surtout le reflet d'une société qui est une société en tension et qui s'exprime parce qu'elle a besoin de s'exprimer par quelque chose, et la poésie et le chant, là-dedans, remplissent un rôle qui est pour moi crucial. Voilà, et ça c'est véritablement dans cette dimension-là où je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire dans le témoignage historique des chants. Donc pour les chapitres, vous le voyez, on a ce bloc qui est celui du traditionnel. Alors évidemment, le bloc du traditionnel, moi il y a quelque chose là-dedans que je trouve particulièrement troublant, parce que je ne peux pas évidemment tout décrire du livre, mais parmi tous ces éléments que l'on peut retrouver, j'ai envie de vous parler un petit peu d'un chant en particulier, parce que je trouve qu'il représente à lui tout seul cette réalité dans toute sa splendeur et dans toute sa puissance. So i derzetti di Ubioano. Perché i derzetti Ubioano? I derzetti Ubioano, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on qualifie vulgairement de cantum padiella. Globalement, c'est un chant polyphonique. Donc, passons ensemble un petit IRM. Asti derzetti Ubioano. Cantum padiella. Alors là, pour le coup, on est véritablement dans l'interrogation initiale de la polyphonie corse. D'où est-ce que ça sort? Et moi, ce que je trouve fascinant, ça n'est pas l'affirmation qu'on peut en faire, parce que c'est de la culture orale, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de document derrière, il n'y a rien, on ne pourra jamais rien démontrer. En revanche, ce qu'on peut regarder, c'est les sociétés
qui ont conservé l'usance de la polyphonie populaire. C'est-à-dire une polyphonie qui ne vient pas du missel romain et une polyphonie qui ne vient pas des conservatoires classiques. C'est une polyphonie qui est transmise de génération en génération par le peuple. Ça se retrouve autour de nous dans les sociétés pastorales et ça se retrouve parfois au fin fond de l'Afrique, en Papouasie, c'est-à-dire dans les sociétés qui, d'une certaine manière, ont conservé certaines usances qui sont celles des chasseurs-cueilleurs. Je n'affirmerai jamais rien dans ce domaine, parce que ce serait tendre le flanc à des crochets dévastateurs dans le foie et dans les côtes. Mais, dans l'absolu, l'artiste, lui, l'observateur, il peut se permettre de s'interroger, de se dire, et si, quelque part, c'était pas les premiers Corses, d'une certaine manière, qui ont débarqué et qui nous permettent de nous interroger sur les origines même de la musique. Qu'est-ce que c'est que la musique? C'est des sociétés humaines. Un humain, vous le mettez dans la nature, il n'a aucune chance contre un sanglier s'il est tout seul. Il n'a pas de crocs, il n'a pas de griffes. Donc il a un besoin structurel de l'espèce de trouver une coordination. Et quand on commence à taper un rythme en commun, quand on commence à enchevêtrer les voix en commun, eh ben c'est un peu la même chose. C'est ce qui vous permet, vous, alors que vous n'avez pas naturellement de puissance, de pouvoir faire tomber un sanglier, un rhinocéros, un lion. Vous n'auriez pas la moindre chance sans cette capacité de coordination qui est celle de l'espèce humaine. Et la musique, là-dedans, en particulier le chant, il représente un petit peu cette nécessité de l'espèce humaine de se trouver une cohérence. Et la polyphonie, la manière d'enchevêtrer les voix, pour moi, est une manière qui nous permet, une fois de plus, sans rien affirmer, de nous interroger sur les origines lointaines des Corses, peut-être même en remontant jusqu'au Mésolithique, qui sait. Bon, je pense que je tire de très longues lignes en mer, mais en tout cas, je trouve que le point d'interrogation est fascinant. Donc, Idertset Idioboan, en tout cas, a dans sa matrice polyphonique quelque chose qui nous renvoie à des interrogations très lointaines. On reste sur le point d'interrogation. Intéressant de se pencher une seconde, évidemment, sur la structure poétique. Bon, le terzetto, voglio mica imparare a messa ai bredi, ci ne saranno parecchi qui che avranno fatto ricerche in tal soggetto, ma Bigo, carissimo cugino, figlio amato, questo piccolo voglio le dirai e senterai un mio miserio stadio. Bon, stadio. Maintenant, je vous dis, nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era svanita. Bon, la Divina Commedia, vous avez exactement le calque, c'est le principe du terzetto, vous avez le calque poétique de la terza rima de Dante Alighieri. Apparaît quoi? Une société corse qui d'un côté a été capable de conserver ses éléments culturels, musicaux les plus anciens, mais qui est quand même en connexion directe avec cette Toscane. La Toscane médiévale, c'est une des zones les plus brillantes d'un point de vue intellectuel. Et ça nous renvoie à ces Corses qui, en réalité, nous, on a cette image, je pense que c'est une image, on est un peu esclave des mémoires de nos grands-pères et de cette mémoire d'une Corse du 19e, qui est une Corse ratatinée sur elle-même, en perte de vitesse économique. On a la mémoire de la défaite et de l'effondrement. On n'a pas la mémoire d'une société stable qui fonctionne en rebond entre l'intérieur qui sert de base solide, mais des Corses qui sont des grands voyageurs, qui passent leur temps à partir à droite et à gauche, et qui notamment sont très nombreux à étudier. Je dirais, l'érudition relative des Corses, c'est quelque chose qui nous paraît aujourd'hui très lointain, mais c'est là aussi où le chant peut nous renseigner. On se rend compte que dans les couches de la société qui sont, eh bien, parfois les plus archaïques, les plus reculées, les plus pastorales, on retrouve là-dedans des éléments culturels qui sont des éléments de la Renaissance et du Moyen-Âge italien, du Moyen-Âge toscan. C'est-à-dire ce sont des gens qui avaient, d'une certaine manière, une certaine culture littéraire. Ça, je trouve que ça pose un autre jalon de réflexion sur la société qui est intéressant. Ça nous renvoie à une image de la Corse qui n'est pas recluse sur elle-même et misérable, mais qui est plutôt une terre qui est ouverte et qui a des connexions étroites. Et ça nous interroge également sur la nature même de la langue corse, qu'on nous a présentée comme une sous-langue pendant des siècles, alors que, en réalité, eh c'est la sœur jumelle d'une des langues littéraires reconnues comme les plus brillantes de l'histoire de l'humanité.
Tout est une question de point de vue et de perspective. Donc, deuxième point, cet aspect-là. Troisième point qu'on peut regarder à l'IRM di Derzetti au Buono, c'est le récit de ces paolistes, de ce Puan, de ce Marco Giovanni Durchini. En fait, on est aux alentours de l'année 1774, ce qu'on appelle l'anno di disgrazia, puisque c'est un moment où, après Ponteno, où les paolistes vont tenter de provoquer un soulèvement général en profitant de l'état misérable dans lequel est l'île et du mécontentement des populations. Un soulèvement qui va être rapidement éventé et qui va donner lieu à une répression épouvantable, et notamment à des centaines et des centaines de déportations au bagne de Toulon. Le bagne de Toulon, et c'est là où Buono est très puissant, c'est qu'il nous le fait apparaître dans toute son horreur. C'est un camp de la mort. Cet homme d'église est dans un camp de la mort, et il le dit, il dépeint les conditions de détention en disant «D'ogni muraia les orto una piscina, e ogni vertebro produce un largo fiume per un dormento, e hanno un maggio ruina». C'est-à-dire qu'ils étaient placés dans les cellules en dessous du niveau de la mer, l'eau de mer s'engouffre, ils sont rongés vivants, et ils meurent par dizaines. Et c'est quelque chose comme, j'avance des chiffres de Jean-Pierre Paul, c'est environ 500 Corses, quoi. C'est pas rien hein, pour une petite île comme la nôtre, qui vont mourir en déportation à Toulon. Donc on a ce témoignage, et ce témoignage, je trouve qu'il y a quelque chose de, si c'est un homme, justement, dans ce vers, qui pour moi est particulièrement puissant d'un point de vue moral, que dit Buono. Il dit « Sono stato ridotto in così bassa stima, come io vergogno dai miei propri panni, come quell'animale chiamato scimmia ». C'est-à-dire j'ai été tellement réduit dans mon humanité que j'ai honte de mes habits, de mes vêtements, comme cet animal qu'on appelle le singe. C'est-à-dire que cet homme-là a été placé dans de telles conditions qu'il interroge son humanité. C'est la même interrogation que Primo Levi, quand il dit « c'est questo un uomo ». Et je trouve que Buono, dans cette dimension-là, nous pose cette espèce de lourde question, qui est celle de meditate, che questo è stato. Voilà, il y a véritablement un témoignage historique qui est glaçant d'un pays qui s'est élevé en nation au XVIIIe siècle, qui a été vaincu, qui a résisté comme il a pu et qui a été exposé à des événements d'une violence qu'on ne soupçonne plus aujourd'hui. Et le dernier élément dans cette IRM di Derzetti au Buono, qui est probablement pour moi le plus important, hein, c'est qu'on le connaît. Alors que c'était une histoire orale, morcelée, qui avait tout pour disparaître complètement des écrans. On le connaît pourquoi? Parce que dans les années 70, vous avez des gens qui se sont levés, qui se sont dit, on ne peut pas laisser disparaître ce patrimoine. Il faut qu'il ait un après, il faut qu'il continue, il faut qu'il nous aide à regarder vers l'avenir. Et vous avez, dans le village de Sermano, Pedro Guelfucci et Georges de Zarbi et Giovanni Giovanni, qui sont passés d'une maison à une autre, qui ont pris un couplet de là, un couplet ici, un couplet par-ci par-là, in de tutti vecchi ubaese, et qui ont reconstitué comme genre dans Jurassic Park, quand ils prennent le fragment d'ADN qui manque. Ils ont reconstitué, i Derzetti Buono l'ont enregistré sur un disque qui a été vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, qui est A Strada di Labane de Canto Popolo Corso. Donc, vous avez ce témoignage d'une histoire de la Corse qui est profondément enracinée à travers un seul chant sur toutes ces époques, et qui nous a été transmis parce que cette histoire, au moment où elle a été placée dans un état médical critique, a refusé de mourir. C'est donc un témoignage historique global et très puissant. Alors, évidemment, là je parle d'un chapitre qui est celui du traditionnel, et pour moi il y a un autre chant là-dedans qui est remarquable, puisque d'une certaine manière, il tend la main directement à une autre époque. C'est Paoli di Daio, ou Lamento di Castagno. Perché o Lamento di Castagno? C'est très simple. Ou Lamento di Castagno, c'est déjà quelque chose de très traditionnel dans sa structure, mais Paoli di Daio, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte que cette civilisation du châtaignier qui a été celle des Corses pendant des siècles, eh bien, a terminé. Il nous raconte qu'il y a une pression qui s'exerce sur la Corse, cette pression qui vise à couper les châtaigniers pour en faire ce que les chiamavano una ginta, c'est-à-dire en extraire le tanin. Donc, vous avez ce traumatisme d'une Corse qui n'est plus une zone, je dirais, sanctuaire pour des gens qui partent, mais qui commence à comprendre qu'elle est au carrefour de mutations profondes,
que ces mutations profondes sont notamment poussées par une pression extérieure qui commence à avoir une vision sur la Corse, que cette vision est prédatrice et qu'elle engendrera des mutations profondes et un effondrement de toutes les structures que les Corses ont connues. Et la poésie sert à exprimer ce point de vue-là, et pour la première fois de l'histoire, il le fait par écrit. Il le fait par écrit parce que Sant'Ugasano a fondé Adramontane et que donc on a un organe de presse et que donc cette langue qui s'est retrouvée coupée de son cadre italien et s'est retrouvée dans un cadre culturel français qui d'un point de vue culturel est corrosif, pour ne pas disparaître, va s'élever en langue littéraire. C'est donc une mécanique de mutation profonde pour répondre à des changements profondément modernes. Donc vous avez un chant qui peut paraître anodin, que nos grands-pères, qu'on a pu entendre chanter de façon rocailleuse. Mais sur le fond, c'est la culture corse qui a été confrontée à une mutation profonde et qui, une nouvelle fois, a fait le choix de muter pour s'adapter aux besoins du temps, tout en conservant sa matrice traditionnelle et qui le fait par le chant. Et là, on rentre dans un chapitre qui est pour moi fascinant, qui est peut-être un des plus intéressants, un des plus sous-estimés de l'histoire, c'est cet épisode de l'entre-deux-guerres. C'est cet épisode, oui, de la fin du 19e et puis surtout de l'entre-deux-guerres. Donc vous avez cette Corse qui émerge, vous avez Adramontana qui arrive, vous avez Hagi Ispra qui pose une base intellectuelle qui est forte, qui correspond à un contre-pouvoir, et vous avez là une matrice intellectuelle nouvelle qui se met en place. Cette matrice intellectuelle, globalement, elle va exploser dans l'après-guerre de 14 autour d'un concept simple. On s'est battu, on a donné des milliers de morts, et tout ce qu'on nous donne, c'est des postes de fonctionnaires de l'autre côté du monde. On doit partir, les villages meurent, la langue meurt. Et la langue est étroitement connectée dans cette dimension-là à, je dirais, une critique qui est avant tout une critique économique. Donc, une critique qui porte sur la notion d'intérêt commun. Donc, sur une dimension qui est profondément politique. C'est là où, quelque part, on peut s'interroger aussi, puisqu'on est à la racine du problème, de dire est-ce qu'on a trop politisé la langue corse? Est-ce que le nationalisme corse a trop mis un point politique lourd? Moi, je pense que ça aurait été difficile de faire autrement, hein, dans la mesure où la mise sous éteignoir de la culture corse était une décision profondément politique. Donc la résistance de cette langue et son émergence dans un argumentaire critique quant au traitement fait à Lille ne pouvait être qu'une réponse politique par un contre-appareil. Ça aurait été très difficile, quoi, dans la mesure où, en plus de ça, et c'est l'autre dimension très puissante de cette période dans l'affirmation linguistique, il y a une critique profonde de la politique des Corses. Il y a un terme qui a disparu des écrans, c'est Uitolu. Uitolu qui c'était, c'est dommage d'ailleurs, parce que le terme mériterait une étude linguistique un peu plus approfondie. Uitolu, c'est le lieutenant Félon de San Piero Gorso qui a permis son exécution, enfin, qui tombe dans une embuscade. Bitolu, c'est un sens très précis. C'est le traître, mais le traître à la Corse, le traître à la patrie, le traître au sens politique du terme. Et ce terme-là est vraiment suremployé, a disparu des écrans, alors qu'il définissait quelque chose, au final, qui appartenait véritablement à l'histoire politique corse. Et donc, je trêve de l'aparté, je trouve que dans cette époque-là, au final, on a un appareil littéraire qui se met en place et qui va servir de codification à tout ce qui va suivre. Et notamment, un grand nombre de chansons qui vont naître à cette époque-là et qui, d'une certaine manière, eh bien, vont continuer à être chantées jusqu'à nos jours. Parce que, justement, c'est là le moment de l'accuiche. Et je trouve que c'est vraiment un moment de l'histoire qui a été un peu trop vite jeté aux oubliettes et puis souvent traité dans une situation d'hystérie politique quant aux dérives qu'a pu connaître Amour à la fin des années 30. Et là, alors vous savez, on est toujours esclave de ces dernières lectures. Et il se trouve qu'en ce moment, je suis en train d'étudier un personnage, bon, pour mon plaisir, peut-être pour un petit story, on verra, qui est Paul Orsoni. Paul Orsoni, c'est un ouvriste. C'est un personnage dont on sait très peu de choses, à tel point qu'on est même sur un point d'interrogation sur est-ce qu'il a existé ou est-ce qu'il n'a pas existé. Ce Paul Orsoni, je vous la fais courte, d'après ce qui est écrit dans Amour,
c'est quelqu'un qui aurait été blessé 5 fois, qui aurait été cité 5 fois, en 14 blessé 3 fois, qui après en 19 aurait refusé de rentrer en Corse et se serait engagé directement au premier temps de la guerre d'indépendance irlandaise dans la Irish Republican Army aux côtés de Michael Collins, d'Aemon, de Valera et de Cathal Brugha. D'ailleurs, c'est amusant parce que si vous allez sur Wikipédia, bon, Wikipédia ça vaut ce que ça vaut, mais c'est marrant parce que vous tapez dans l'article français de l'Irish Republican Army, vous avez 4 fondateurs. Michael Collins, Cathal Brugha, de Valera et Paolo Orsoni. Je pense que c'est un peu surestimer son rôle, hein, mais c'est la magie de Wikipédia aussi. Donc, et ce bonhomme-là adhère à Mouvre, et là, effectivement, pendant 2 ans, vous avez 19 articles de Paul Orsoni qui paraissent, et puis ensuite, il tombe en désaccord avec les frères Rocca, parce que lui, il est pour mettre en place une lutte armée et un véritable, comme il a connu en Irlande, hein, une véritable section indépendantiste dure, ce qui n'est pas du tout les intentions des leaders, donc il les considère comme trop modérés. Il part se battre contre l'impérialisme français dans les montagnes du Rif, et il meurt aux côtés d'Abdelkrim, au combat là-bas, en 25. Voilà, on a un personnage qui est véritablement pétri de culture politique et qui est l'anti-impérialiste par excellence. Pourquoi je vous parle de Paul Orsoni? Je tombe sur un article l'autre jour. Il y a beaucoup de débats en ce moment où on dit, voilà, bon, est-ce que Joule nous dégrade culturellement? Est-ce que Aya Nakamura nous dégrade? Est-ce que Uero Gorsu peut écouter ce genre de musique? Et ça m'a fait rire parce que dans un article de Paul Orsoni, son postulat d'article, c'est de dire, voilà 2 siècles que nous sommes français, et globalement, nous sommes nivelés par le bas, on s'acculture par le bas. Il n'y a qu'à voir les galonnés in Pinsugidi qui chantent la vipère des trottoirs en voulant tuer la Padiella, je cite, hein. Et d'un autre côté, la voyocratie ajaxienne qui sifflote mon homme, bon, qui a un air de mistinguette. Donc on retrouve déjà à cette époque-là ce côté très conservateur et cette espèce d'inquiétude d'une dégradation culturelle. Donc vous voyez qu'il y a des bases qui sont posées déjà à cette époque-là. Je ne vais pas vous faire tout le livre parce que là je suis en train d'égrener, de m'allonger un peu trop. Tout ça était pour dire que Amour va s'effondrer. On bascule sur l'époque des cabarets. Logiquement, cette époque des cabarets, on pourrait en parler là aussi pendant des heures, parce que c'est une époque de transition où on retrouve à la fois des tics qui sont des tics profondément folkloriques et aliénés, tout en conservant eh bien, petit à petit un cheminement au final idéologique très profond. Ce que je trouve intéressant à dire sur cette époque des cabarets, c'est de constater qu'en réalité, vous avez 2 réalités. C'est la production qui est importante à cette époque-là, mais la production folklorique, elle émane de la Corse. Elle émane beaucoup des cabarets corses. La vraie matrice du riacuisme, c'est-à-dire les chants critiques qui vont commencer à poser des bases de nostalgie, ils vont s'imposer sur le continent. C'est plutôt dans les cabarets parisiens que vont sévir, c'est là où on va retrouver des choses, les frères Vincenti, surtout eux, je pense. Pourquoi ? Parce que vous avez un peuple qui se balade dans la nature. Parce que vous avez quelque chose comme 150 000 Corses qui sont partis en quelques années, ou 100 000, et qui se promènent, et qui, d'une certaine manière, ont envie qu'on leur parle de leur pays. Et c'est ce besoin d'entendre parler de la Corse qui va, d'une certaine manière, armer le bras du riacuiste et imposer la création d'un nouveau répertoire. C'est-à-dire que vous allez avoir un Molino, qui va se transformer en Paese Espanto, qui va se transformer en Kifa Kichisibofa. Et Kifa Kichisibofa, c'est le basculement de cette époque des cabarets en une époque qui va être profondément révolutionnée par Cantubo Gorsu et par l'évolution politique. Au centre de cette évolution politique, qu'est-ce que c'est l'élément central? C'est le Campacui. Le premier élément du riacuiste, c'est de dire, on arrête de partir, on va faire notre vie ici. Et comme on doit faire notre vie ici, on découvre d'une certaine manière tous les déséquilibres. On découvre qu'il y a une perte de terre, situation qui provoque toujours des conflits en Corse et partout dans le monde. On a d'une certaine manière une jeunesse qui s'essaie à la paysannerie et qui se rend compte que les terres sont bouchées. On a un constat de sous-développement. On a aussi, de manière moins recommandable, toute une clique de personnes qui étaient dans les colonies, qui étaient en Algérie, qui étaient en Indochine, qui occupaient des postes où ils avaient des boys,
et qui, en rentrant en Corse, se rendent compte qu'en fait, ils se retrouvent à jouer le rôle qu'ils faisaient jouer à d'autres ailleurs. Ce qui est peut-être moins glorieux, qui est peut-être moins brandi, mais qui constitue une autre réalité forte de ce temps-là. Et l'expression culturelle, une fois de plus, elle va servir là-dedans à accompagner des événements qui sont des événements très forts, et on va penser à, je dirais, à toute l'œuvre de Cantu Bobulugurs. Alors, je pense que je suis un peu long, en ma lingua peluncia, et j'aimerais vraiment laisser de l'espace à l'échange et à ce que vous pourrez dire. Donc, en quelques mots, en quelques chapitres, voilà, on se rend compte qu'au final, quand on suit le chant corse, les époques sont très bien marquées et que le chant les représente très bien parce qu'il est une vitrine, somme toute, je pense, assez précise, même si elle a ses imperfections, bien de l'évolution d'une société et de son histoire. Moi, je pense, puisque j'aimerais terminer par quelque chose qui touche au temps d'aujourd'hui, c'est la question de ce qu'on a fait du Riaquisto, de la capacité qu'il a eu à marquer. Moi, je pense que là-dedans, la grosse erreur qu'on pourrait faire, c'est de penser que le Riaquisto, c'est quelque chose qui est enfermé dans les années 70. Là où, au final, je vais citer Alain Di Meio, Giampara et Sediogo. C'est-à-dire que c'est un chemin de citoyen qui est constant, qui est conscient qu'une partie de son identité lui a été volée, qu'elle n'appartiendra jamais au canon des courants dominants, et que s'il veut être ce qu'il aspire à être, il a un chemin de réacquisition à faire. C'est-à-dire la culture volée que l'on doit retrouver comme on se cherche d'une certaine manière un idéal. Et c'est là où je trouve justement les chansons qui sont Astradairomo et Sodi e Muvrini. Pour moi, c'est deux textes profondément fondateurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est, et c'est assez évident, on se rend compte qu'il y a une surenchère identitaire qui est très forte. Cette surenchère identitaire, on peut la comprendre, puisqu'elle se base sur des identités qui ont été laminées, et sur des générations qui se retrouvent dépositaires théoriques d'identités survalorisées sans en avoir la véritable connaissance. Et il y a là-dedans, évidemment, une surenchère de symbolisme, de drapeaux, alors que le postulat du Riaquisto, c'est de dire oui, siamo un popolo basso, sbriciolato nella storia, fuggi per l'unione sua stampa da memoria, ma si non sveglio secco. Voilà, il y a un éveil, il y a quelque chose qui nous pousse. A strada l'uomo, tu chi cerchi a stella d'un popolo spabarso. Le postulat, c'est pas de dire nous sommes ci, nous sommes là, nous sommes le plus beau peuple, le plus parfait. J'entendais l'autre jour un podcast de mon ami Paul Tour qui dit oui, il faut arrêter avec cette idéalisation. Évidemment que les Corses ne sont pas le peuple élu, mais il faut aussi la comprendre. C'est un conflit qui a habité l'intérieur de la société corse et qui a poussé d'une certaine manière ceux qui n'étaient pas pour une assimilation dont le postulat de départ est le mépris de tout ce qui constituait la matrice culturelle des Corses, eh bien de faire la démonstration de cette qualité culturelle qui mérite qu'on s'y intéresse, qui mérite qu'on s'y penche. Et dans cette démonstration, évidemment qu'il y a une survalorisation. Mais tout part de cette fragilité culturelle, tout part de cette acculturation. Et je pense que la notion importante que je retiens, moi, des siècles passés, de ce qu'on reçoit, c'est le fait qu'on a tout perdu, mais que, comme citoyen, on ne peut pas dire soccorso e nesofiero. On peut dire, je pense que la vraie dimension, c'est le boiuese. Boiuese gorso. Et donc, esse gorso, Dieu fait un cammino et capisce ciò che dit. Et partant de là, on a tout un chemin de vie qui est très constructeur et qui nous permet de comprendre des éléments complexes auxquels jamais les médias mainstream nous permettront d'accéder. C'est ce chemin de vie-là, voilà, qui constitue pour moi la vraie matrice intellectuelle qui nous permettra et qui peut permettre à travers le chant d'aider la société corse à avancer vers l'avenir. Voilà, je vous remercie et j'attends avec impatience vos retours et ce que vous pourrez m'apporter. Vi ringrazio. Alors, normalement, on a un micro. Alors, merci beaucoup, Marie-Hélène Gastella, pour cette intervention.
qui est vraiment intéressante pour faire le lien entre l'histoire et la musique. Je trouve ça vraiment important, surtout pour les historiens, les guides ou ceux qui sont destinés à travailler dans l'éducation ou la langue. Bon, maintenant, c'est le moment des questions. Souvent, la première question est la plus difficile. Ou des réactions, hein, parce que pour les questions, tu la fais répondre et on a le taille on prétend dans le monde. Hein. Alors, Doubé, il a déjà une question. C'est rapide. J'ai dit, la première question est la plus dure à poser. Apparemment, non, pas pour Doubé. Bonjour. Salut. Salut. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le style des filastrocche italiens et en Corse, s'il vous plaît? Alors bon, le style des filastrocche italiens, comment dire, c'est un peu l'équivalent moderne de Don Alighieri, hein, c'est-à-dire que vous avez un échange humain et il faut le dire, une compatibilité culturelle très forte entre les montagnes de la Lunigione, l'Apennin, je veux dire, et la Corse, ne serait-ce que pour des raisons de dynamique géographique, je pense. Et bon, aujourd'hui, je m'avance, mais les premières populations qui peuplent l'île, c'est le saut de puce par Cabraille, et cette logique-là, elle va nous accompagner toute l'histoire jusqu'à la fin du 19e. Et Filastrocche italiane, bon, c'est une usance qui est italienne où ils aiment bien avoir très populaire, avoir ce genre de texte qui saute, dans lequel on peut classifier Amirola, Asposa, Soggerenora, voilà, bon, c'est ce répertoire-là qui est très italien du Nord, en particulier dans sa culture. Ce qui se passe, c'est tout simple, l'année qui ciò che li chiamano concerto di sprezzo, i lucchesi qui viennent à travailler en Corsica et qui sont très nombreux à venir travailler notamment dans les forêts et qui vont porter des éléments culturels. Ce qui est drôle, c'est qu'à Sposa, par exemple, c'est recueilli par les Chiami d'un Pastore di Abanta di Gazinca. Et bon, ce qui se passe aussi dans cette histoire-là, c'est que la culture corse, la musique corse plutôt, moi je trouve que si on peut lui trouver un défaut, c'est son manque de rythme. C'est la matrice, l'appareil rythmique corse en amont est assez pauvre. Et ces chants-là vont porter un entrain, vont être, je pense aussi, très appréciés dans les foires. Et donc ils sont très compatibles d'une certaine manière. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui vient directement de Corse, mais c'est quelque chose qui a été particulièrement bien incorporé à Filastrocche. Ce qu'on appelle aussi souvent les chants à concaténation. C'est-à-dire qu'on part d'un truc, sortez la mosque, sortez la tigre, et puis ça arrivera des l'Est, et après plus tard. Voilà, c'est ce répertoire-là. Bon, c'est quelque chose qui appartient en amont à la tradition populaire, en particulier nord-italienne, mais qui a fait un greffon très apprécié en Corse. Et bon, ce qui est amusant là-dedans, c'est que souvent, les Corses oublient complètement, en fait, l'origine. Hein. Vous prenez au général Cadorna, c'est amusant parce que justement, c'est assez tardif. Cadorna, qui c'est? Vous connaissez le général Cadorna? Général Cadorna, c'est Fatou Marinaro, Quaso Bercamot, ça c'est Cavola Mar, bon, bref. Cadorna, à la base, c'est un des chefs militaires de l'Italie pendant la guerre de 14, enfin de 15, du coup, pour les Italiens. Et c'est quelqu'un qui est auteur d'un certain nombre de désastres militaires sans nom, et qui a le triste record du général et qui a fait exécuter le plus grand nombre de ses soldats. Parce que lui, à chaque fois qu'il faisait une cagade, on les ramène le paso, et tu ne les tires pas, on se compte tout disgraziati. Et vous avez la chanson qui est très connue en italien, où il dit Il général Cadorna scritta la regina, se voi veder Trieste, te la mando in cartolina. Il devait prendre Trieste, évidemment il a échoué, donc il dit à la reine Si jamais je peux t'envoyer une carte postale. Après, vous avez au général Cadorna, si mondiali di stecche, ma i poveri soldati gli da castagne secche. Bon, et encore, nous on a habillé tout ça dans une espèce de personnage un peu burlesque qui devient une sorte de Toumagine, quoi, c'est-à-dire un militaire de carnaval sur lequel qu'on utilise comme sac de frappe. Mais en oubliant, dans la majeure partie des cas, que c'est quelque chose, c'est la guerre de 14, c'est pas si loin, et qui appartient, je dirais, vraiment à quelque chose de très douloureux en Italie, hein, puisque c'est une sorte de... C'est humoristique, c'est critique, mais c'est une chanson de soldats qui sont entre les mains d'un satrape sanguinaire, quoi. Et il y a cette dimension-là qui est intéressante. Voilà, bon, pour les Filastrocche et un po' le parole. Et surtout les Filastrocche, c'est manque, hein, à chanter. Vous êtes au comptoir et tout, je pense que c'est aussi ça, hein. Il y a un côté très populaire, quoi. Alors, s'il y a d'autres remarques, d'autres questions. Sinon, ouais, alors moi j'aurais une question. Alors,
c'est une question qui est plutôt centrée sur les cantisacri. Ouais. Alors, ma question, c'est plutôt deux questions. La première, ce serait, qu'est-ce qui fait qu'en fait, que les cantisacri n'aient pas été traduits après le Concile de Vatican II, soit en corse ou en français? Est-ce que c'est le lien avec, est-ce que c'est un côté tradit des Corses ou une volonté, ou le fait de la chanter en polyphonie, voilà. Et surtout du côté du Salve Santa Parens, qui est un chant qu'on trouve rarement en introïte des messes traditionnelles ou des messes, comment on dit, exceptionnelles en tridentine, qu'on trouve rarement. Et bon, après, est-ce qu'il y a un lien avec la Vierge Marie? Parce que bon, Salve Santa Parens, c'est souvent la Sainte Mère de Dieu, du Christ. Voilà, donc c'est ma question. Alors, la première, qu'est-ce qui fait que les chants n'ont pas été traduits après le Concile de Vatican II? Et d'où sort le Salve Santa Parens, le côté cantisacri? Bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont en toscan, hein, de chants. Et Lode Douze Volcro, par exemple, est en toscan. Donc il y a eu une traduction, pas forcément directement en corse. Le Dio Isabelle Regina n'est pas latin. Hein. Voilà, je pense que là-dedans, il y a eu une pratique du chant qui était bon, assez conservatrice et qui restait sur le latin, qui a eu quand même pas mal d'enclaves toscanes, hein. Mais je pense que ça se situe à une époque qui est antérieure avec l'affirmation linguistique strictement corse, qui arrive plutôt vers la fin du 19e. Donc on va d'une certaine manière le faire en toscan parce que naturellement l'altalingua se fait en toscan. Je situerai quand même certains chants qui sont assez troublants et qui sont en langue corse, notamment deux chants de Noël. Le premier que je vais citer est Annona di Bambino di Monsignore Diavoada, qui est un des premiers textes écrits en corse, manuscrits, hein, je pense, je ne veux pas dire de bêtises, au début, où on a un glissement progressif de la figure de l'enfant, qui au début est juste un enfant, et qui petit à petit se transforme en Dieu, qui concrédite et commande Celetara. Donc, on a quelque chose qui remonte à la fin du 19e, qui est en langue corse, qui chante, et qui est chanté, et qui est repris immédiatement le soir de Noël dans un certain nombre de villages, pour saluer la naissance de l'enfant. On a parlé d'Elo de Giuseppe, qui, même d'un point de vue musical, est très troublant, parce qu'il est assez marquant, il est assez original. Et ensuite, on a parlé du Dio Isabelle Regina, il y avait un autre chant, je voulais parler, ah oui, Nininana o Divina Mori, Tralo e Usumere. Ça, moi, je ne suis pas capable, alors peut-être que quelqu'un peut le dire, mais je ne suis pas capable de vous dire d'où ça sort. Et vous retrouvez cette idée très traditionnelle, en fait, de l'enfant Jésus, qui est pris par les gens. C'est très fort ce qu'ils disent. Ils disent « Culeremo Gesù, di monti di Guscion, come noi parlerà corso, tesseremo Zobilon, biera la te di Gabra, mandira brucefiadone ». C'est-à-dire que Jésus est né, mais on ne va pas le laisser dans de mauvaises mains au jubilé Mounoy, hein. C'est très bien, on va bien l'éduquer, il sera très bien, ce sera un monsieur très bien. Vous voyez, il y a cette espèce d'appropriation de la figure christique, et là pour le coup, qui se fait en langue corse. Donc voilà, non, je pense que bon, il y a une base qui est assez conservatrice, qui conserve volontiers le latin. Je pense qu'il y a ensuite légèrement une arrivée du toscan suite à ce concile, et puis assez tôt au final, hein, on retrouve de la langue corse qui passe, c'est surtout autour de Noël. Voilà. Ça c'est le premier point, mais je précise que je suis loin d'être un spécialiste de cantosaco. Donc bon, moi j'ai pas peur de dire quand je sais pas trop, et je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi. Notamment Lisandro de Zerbi, parce que c'est comme ça que je vais répondre à la deuxième question. Je pense que le Salve Santa Parens en Corse, il a été beaucoup chanté, parce que le Salve Santa Parens de Rousse est une merveille. Ça tient à la qualité, je pense, de l'œuvre musicale. C'est un des plus beaux au monde, hein, pour moi. Il est superbe. C'est pour ça que les Tiami l'ont chanté, c'est pour ça que les Mouvrini l'ont chanté, et que bon, après, vous entendez les principaux groupes qui le chantent, vous l'appropriez. Voilà, il y a un phénomène d'appropriation qui se fait sur un chant en particulier, qui peut prendre du coup une importance en Corse qui n'a pas ailleurs dans la liturgie chrétienne. Je pense que c'est la qualité. Alors, c'est marrant parce que Alex, j'en parlais avec lui une fois, et il me disait que, bon, que globalement, la messe de serment, c'est le missel romain avec une teinte de Padienne. Et en revanche, il dit, il y a beaucoup plus d'originalité dans celui de Rusio, notamment où il y a ce fameux Salve Santa Parens. Celui-là, il dit, moi, à mon avis, c'est Alex, hein, bon, il dit, à mon avis, il y a un génie originel.
Il y a un type dans le village qui devait être un type particulièrement doué pour la musique, et qui leur a fait une espèce de... qui a teinté la messe vraiment de grandes originalités musicales. Et c'est vrai qu'il y a des envolées dans ce chant, le moment où les voix rentrent de façon très naturelle. Moi j'ai le sentiment de quelqu'un qui savait composer particulièrement bien. Voilà, qu'il a fait. Donc pour le Salve Santa Parnasse, à mon avis, ça tient à la qualité de l'intro, du Diamant sa di lui di Rusio. Voilà, qui est superbe, et que donc les gens chantent volontiers parce que c'est beau. Tout simplement. Très bien, merci. Salud. Je voulais vous demander ce que vous pensiez aujourd'hui de l'impact justement de ce Riaculis ou de Kant et tout sur les générations actuelles, ce que vous pensez peut-être du renouveau du chant chez les jeunes, surtout de notre génération, je dirais 16, 22 ans, ce que vous en pensez aujourd'hui, si c'est assez, si c'est pas assez, si c'est l'impact que le Riaculis comptait avoir, ou justement s'il y a une certaine déception. Voilà. Bon, de façon générale, non, déception. De façon générale, quand on milite, quand on déclare une guerre, on part toujours d'un point A à destination d'un point B, et on atterrit toujours sur un point C. Voilà, ça c'est une règle absolue. Donc nous sommes sur le point C du Riaculis. Ce que je pense, c'est que il y a deux éléments là-dedans qui sont deux courants très forts. Il y a un courant fort qui est celui d'un succès international. Et on le voit, c'est quand même pas anodin que Mezzo Mezzo remplisse des stades entiers quoi, sur l'idée de chanson corse. Il y a une espèce de valorisation énorme, mais très méconnue, au final, sur un terreau très approximatif, quoi, du chant corse et de la Corse en général, qui est devenue une sorte de zone érogène d'une France qui a l'air, elle aussi, d'être un petit peu en train de se chercher, de se rechercher une identité nouvelle. Et nous, là-dedans, une fois de plus, sur quelque chose qui s'apparente beaucoup à ce qui s'est passé dans les années 60, on apparaît à travers une somme de poncifs qui ne mangent pas de pain, qui ne cassent pas trois pattes à un canard, voilà, qui consiste à dire que voilà, on a fait muter le personnage du berger et du fonctionnaire paresseux en celui du rebelle qui ne sait pas laisser faire. Bon, voilà. Moi, quand je vois l'état de certaines régions en Corse en matière de spéculation immobilière, je n'ai pas le sentiment qu'on soit le parangon de la résistance, mais je suppose que c'est un autre débat. Et comme, justement, ils peuvent quand même venir boire des mojitos tout l'été entre people ici, ça ne mange pas de pain de pouvoir chanter une espèce de chant résistant, engagé, qui fait rêver les gens, dans la mesure où il est dépouillé complètement de son contenu. Voilà, c'est-à-dire l'Armada di Londra, mais pour touristes. On n'a pas de crainte, on n'a plus ce côté caustique. Moi, j'ai connu une époque, on s'entendait, tu vois, et on s'entendait tout. J'ai connu une époque, quand j'étais jeune, qu'on débutait, qu'on observait les plus grands chanter, l'Armada di Londra, c'était quelque chose de... Voilà, parce que vous avez encore le front. Donc, quelque part, vous validiez une pratique violente. Vous la souteniez. Vous validiez quelque chose qui engendrait des années de prison, voilà, qui était réprimé. Donc vous aviez ce côté qui était vraiment, comment dire, c'était un acte militant fort. Petit à petit, on se rend compte que ce champ engagé-là, il s'est folklorisé. Donc vous avez un succès international qui est un élément très positif, mais qui a transformé le chant corse, d'une certaine manière, en pôle économique. C'est un pôle économique qui génère pas mal de thunes, d'un côté. Et d'un autre côté, vous avez une société qui, elle, n'a pas arrêté de s'acculturer entre-temps. Vous avez les structures qui sont censées être exprimées dans le chant corse, elles n'ont pas arrêté de s'affaisser. Donc, vous vous retrouvez avec des générations qui sont les dépositaires théoriques d'une culture qui est survalorisée, mais qu'elles connaissent très mal. Voilà. Et ça, je pense que ça donne... quelque part un champ qui a perdu énormément de terrain sociétal, qui a gagné beaucoup de parts de marché économique, mais qui a perdu énormément de terrain sociétal, qui parle de moins en moins en Corse, qui a de moins en moins la capacité aussi à dénoncer des problématiques, parce que d'une part, il y a une cacophonie, une multiplication de structures musicales de qualité très inégale, et puis de l'autre côté, vous avez un public qui n'est plus en mesure d'entendre, quand bien même vous sortiriez à Strada di Labane et de Canta aujourd'hui, il serait inaudible. Voilà, il serait inaudible parce qu'il serait noyé au bout de 10 autres albums où on ressasse pour la énième fois les mêmes poncifs, et de toute façon, y aurait-il encore un public pour l'entendre?
Et il y a de très rares exceptions de chants qui marquent, qui touchent. Ed, par exemple, qui a été utilisé, bon, elle a déjà une quinzaine d'années, mais Ed, pour le coup, non, un peu moins Ed, et c'est sorti après l'album. Mais il y a vraiment quelque chose de touchant, mais parce que ça renvoie justement au Riacuisto et au sacrifice des mecs qui ont pris des coups pour rien. Il y a cet aspect-là des militants qui ont eu des vies brisées, qui ont profité à aucun moment des victoires du nationalisme, qui se sont retrouvés au final seuls avec les coups qu'ils avaient encaissés dans leur vie. Et il y en a beaucoup des comme ça. Et en faisant référence à ça, ça crée quelque chose de profondément touchant, puisque ça renvoie à quelque chose qui traverse les époques. Vous en avez eu tout le temps des mecs comme ça, qui se sont battus parce qu'ils l'avaient dans la tripe, senza cantina, sans calcul. Et vous avez un chant qui exprime aussi bien ce qui a pu se passer entre les années 70 et les années 90, et ce qui s'est passé dans l'après-Ponteno. C'est-à-dire les mecs qui n'ont rien eu à gagner, qui n'ont pas fait d'intrigue, qui n'ont pas grenouillé dans certains milieux pour obtenir des faveurs. Et en mettant en avant ça, ça crée quelque chose de profondément touchant. Donc, pour répondre de façon générale, moi je pense que se non facciamo canto corso oggi, per parecchi giorni non c'è più nulla. Dunque, anche assai che luce, allora, ci la essere onesti intellettualmente. Il canto un po' mica costituisce in sé un bagno culturale. Di meglio che nulla, ma on constituisce mica in sé un bagno culturale. D'où la notion que je défends beaucoup dans ce livre, c'est l'idée du riacquisto. Ça vous plaît, il y a cette fierté, il y a ces questions que soulève la Corse. Mais ça, c'est un chemin de citoyen qui ne peut se faire que sur le temps long. Et notre époque adore l'instantanéité. C'est là où il y a quelque chose justement qui bloque, à mon avis. Et l'autre élément qui bloque, c'est, toujours d'après moi, il émane du chant corse le reflet d'une société qui est une société profondément collectiviste. C'est sa comunità qui s'exprime. Et je pense qu'ils sont repris aujourd'hui par des générations qui ont grandi dans un individualisme forcené qui constitue la norme. Donc il faut être en capacité justement de faire la critique du modèle. Et ça, c'est un chemin très très long, mais moi j'ai aucun doute sur le fait par contre que là-dedans, tout est question de contexte. Si demain la Corse a encore besoin de solidarité, de faire bloc et de se défendre contre quelque chose, elle réinventera ces vieux équilibres. Et le chant sera là, on dira, ils chantaient ça à cette époque-là. On aura une perpétuelle redécouverte de ce qui est fort, et ce qui avait vraiment un sens et une sincérité apparaîtra au tamis, tout comme dans les années 60, on se rappelle des chants de qualité, on a complètement oublié Tutte Borgheri e Galano Gacciado va fa piacere ai turisti. Voilà, c'est relayé aux oubliettes de l'histoire. Et ça, moi je pense que le temps fera son travail. Donc il y a à la fois quelque chose qui est très puissant dans le chant, perché spesso Dio usò la sta, mais qui doit servir d'hameçon, c'est pas une fin en soi. Être capable de chanter à Canzona Vagabonda en massacrant la moitié des campierines, ça ne fait pas de vous une élite culturelle. C'est un peu dur ce que je dis, mais par contre, ça peut provoquer l'interrogation, ça peut provoquer la curiosité, ça peut donner envie d'aller plus loin, di cercare capisce ce qui s'est passé dans des Stubaese. Et de ça, de cette curiosité, on a sorti des hommes merveilleux. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient d'un niveau d'érudition sur le pays. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits au monde où vous rencontrez des gens qui sont autant passionnés par leur terre. Et di sta passione lui qui deve essere, digeremo, qui deve nascere di sta passione per il canto. Plus de questions. Ne soyez pas timide. Mais des questions, mais aussi des réactions. On s'en mica, voilà. Si sbagli un coup près dall'altare, des jours. Justement, vous avez parlé par rapport au Riacuisto et tout, est-ce que vous pensez que c'est encore possible de faire de la chanson engagée? Est-ce qu'il y a encore un public pour une chanson engagée un peu comme au Riacuisto, par exemple, vous avez parlé de la Rondaison, par exemple. Est-ce qu'il y a encore ce public-là? Ou est-ce que justement c'est pas voué à disparaître? Ou est-ce qu'elle doit se réinventer? C'est vraiment une question difficile, la notion du public, parce que je dirais que dans les années 70, on est passé par des moments, notamment après Aléria, où il y avait des événements gravissimes qui se passaient en Corse.
La Corse était au centre de l'attention, d'une attention médiatique internationale et n'avait pas encore cimenté une capacité je dirais, de riposte médiatique et juridique. Il n'y avait pas de média corse, il n'y avait rien. Donc, si vous voulez vous exprimer, vous passez par contre. Bon, et c'est d'où la puissance d'Ariel qui a aimé sa canzone, où on voit que c'est un plaidoyer, quoi. C'est de dire delitto di giustizia. Bon, cette réalité-là, le contexte est totalement différent. Voilà. Et je pense que par rapport aux années 70, il y a quelque chose qu'il faut mesurer, c'est la mutation de la société en elle-même. Qu'est-ce que ça chante, les années 70? C'è quand una gioventù qui est paysan, qui est pauvre, et qui est condamnata a perdere, et qui ribusa sul destino, qui dit « vogliamo perdere di amodare, voglio campa qui ». Aujourd'hui, moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit la réalité de la société corse. C'est une société qui capitalise des milliards, où vous avez de très nombreuses familles corses qui ont une part du gâteau là-dedans. Mais ça se fait de façon criante, avec des déséquilibres énormes de richesse, et ça se fait surtout de manière criante dans quelque chose qui est profondément destructeur et déstructurant au niveau de la culture et du collectif des Corses. Donc il y a cette dissonance profonde aujourd'hui dans laquelle on est. Moi, la conviction que j'ai là-dedans, c'est que ce qui s'est passé par rapport aux années 70, c'est que les Corses étaient en train de constater qu'un développement se faisait sur leur terre sans qu'ils n'y participent. Dirà questo, a storia d'Aliria, di questo, le terre che scappano sono dai paesi negri, che sono considerati come stranieri, dunque, cioè, la canzone già si chiama Gli stranieri, direttamente, enfin, ça aujourd'hui, ce serait, bon, c'è questa realtà qui, in su mentre, chi si è passato? Per me non c'è mica stata una grande vittoria di Corsi, per contro, con una certa abbondanza di mossa, ciò che si è passato è che i Corsi hanno riuscito ad avere una parte di questo sviluppo qui. E c'è una parte della società abbastanza importante che mangia questo dentro per evitare che non ci sia una rivolta, una mossa violente più generale. Donc là-dedans, je pense qu'il y a des problématiques qui sont très lourdes, qui devraient être prises à bras le corps par le chant corse, qui ne le sont plus, parce qu'elles sont indicibles. C'est ça qui est très difficile aujourd'hui. Et parce qu'il faudrait... Les années 70, c'était facile, c'était manichéen. Il y avait la cavalerie et les Indiens. Vous avez l'État, ses complices locaux, et poi un popolo qui si vote per cercare di scoccare qualcosa. Aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus grisâtre, qui est beaucoup plus... Ça l'était probablement déjà à l'époque, hein, mais qui est présenté de manière beaucoup moins manichéenne. Il faudrait que la société corse ait une capacité d'introspection beaucoup plus puissante, qu'elle ait une capacité d'autocritique beaucoup plus puissante, et qu'elle ait surtout une capacité à attaquer ses propres corruptions. Voilà, ce qu'elle a pu avoir à une certaine époque, ça a toujours été le cas. I famosi 8 toni, qui sont dans le mouvement, il y en a 3 par article, hein. Oui, bon. Mais cette réalité-là, je pense qu'elle est devenue indicible. Moi, ce que je constate, c'est que les chants les plus marquants qui sont sortis à cette époque, la plupart, c'est des chants qui parlent d'histoire. Voilà, c'est au Generale de Boggiavant, ou Roma de Doria qui remporte un liette, on peut en citer d'autres, Rinuccio di Arroca d'Atala, vous en avez un paquet, hein, des comme ça, qui sont très marquants. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, justement, quand on doute de ce qu'on a devant et que la société auquel on est confronté est devenue indicible, ben vous vous tournez vers votre histoire, parce que l'histoire, elle ne bouge pas, et elle permet de confronter les hommes aux ombres et aux gloires du passé. Donc, oui, je pense que c'est possible, mais il faudra des artistes extrêmement talentueux pour pouvoir révolutionner les choses. Et surtout, il faudrait que la Corse retrouve, je dirais, cette capacité qu'elle avait de critique intérieure. Parce que l'individualisme a balayé cette capacité qu'avait le chant corse collectiviste. Une chanson comme Les Letti, la voglio cantare, une chanson comme Vergognate qui va dire je ne sais pas si vous voyez la violence de l'attaque. Poletti l'a scritta per Uzio. La scritta per Uzio, di popolo, l'État de Tiberevirus per Cavezzai de Ruine. C'est une attaque directe, presque ad hominem. Isumerica Stradi, c'est ad hominem. Voilà, c'est un code de société cathartique qui vient de la tradition corse et qui aujourd'hui fonctionnerait difficilement dans une société, une fois de plus, où l'individu est roi, surprotégé, et où c'est un pauvre chéri qu'on ne peut pas critiquer, sinon il fait un traumatisme et il vous fait 30 procès. Il y a aussi cette réalité-là. Donc la réalité du chant engagé aujourd'hui, je pense que faire des ressucés de l'armada di l'ombre ne sert absolument à rien. Ça a déjà été fait, bien fait, ça n'est plus l'époque. Et
dans la capacité qu'on aurait de faire du chant engagé et répondre aux problématiques modernes, ça peut se faire, mais c'est très difficile, et il y a quelque chose de véritablement indicible. Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Vous parlez que les chants rendent compte d'une certaine problématique. Est-ce que vous pensez que, par exemple, il peut y avoir une culture corse uniquement engagée, si ce n'est pas chanté d'une manière folklorique, la culture corse est uniquement engagée, par exemple, Utia Setudiu Pluvan, si on le chante maintenant comme le chantait Cantobulogos, c'était engagé. Ça peut être uniquement ça, ou uniquement sinon folklorique? Ah, ça c'est bon, l'aspect uniquement engagé, non, ça je ne pense pas, je pense que ce qui a marqué le plus, et qui, quand on cherche de l'histoire, hein, quelque part, c'est les chants qui ont une problématique. Je pense qu'il y a des chants purement récréatifs en Corse qui sont très très beaux, il y a beaucoup de chants d'amour. Après, évidemment, ils sont le reflet d'un monde, d'une mentalité, d'une époque, mais ils sont moins intéressants quand on s'intéresse à l'histoire. Voilà. Ça, c'est peut-être, il y a un biais clair hein, dans le travail que j'ai pu faire. Voilà. Mais non, je pense que là-dedans, c'est justement un des points où, à mon avis, il faut réhabiliter les années 60. Parce qu'il y avait une capacité à faire du chant récréatif, corse, très spoudigo, voilà, très populaire, avec tout le monde qui chantait, qui parlava le corse a tempo. Là-dedans, ce qu'il faut distinguer, c'est ce qui a été conçu pour draguer les touristes, qui a donné une image un petit peu biaisée de ce qu'était la Corse. Justement, c'est à coup d'Antoine Tonal, d'Affarigousi. Bon, on ne visait clairement pas un public local, mais comme le public local est en perte de vitesse culturelle, il finissait et il finit toujours par s'identifier à des éléments culturels qui au final ne le représentent pas et à chercher à correspondre à la vision du puissant et du dominateur. C'est là où en fait il y a quelque chose qui nous enferme un petit peu. C'est le phénomène voilà, de cultures qui sont asymétriques. Où on est baigné dans un univers français qui nous regarde, qui nous observe, ou dans lequel on a une espèce de rôle un peu mythique, et dans lequel nous on doit se positionner alors qu'on a été évité dans notre culture. C'est là-dedans où c'est très difficile en fait de rester naturel, et où on a été happé par des solennités qui étaient déplacées, par certaines choses. Moi je pense profondément qu'il y a de très beaux chants populaires qui parlent simplement de la vie, de l'amour, du soleil, mais la réalité même de chanter en Corse, qui n'est pas un fait anodin, d'une certaine manière, pousse à la réflexion sociétale, et on est les héritiers d'un chant, une fois de plus, qui est un chant sociétal. Voilà, donc il y a cette difficulté-là, mais non, clairement pas. Évidemment, je pense qu'on peut parfaitement, et c'est peut-être un manque, Peut-être qu'il aurait fallu davantage jouer à la napolitaine ou à l'irlandaise. Voilà, et mettre le paquet sur le festif, c'est possible. Chez nous, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, ça n'a pas été les choix qui ont été faits. Mais je pense que là-dedans, ce qui s'est passé, c'est que on était confronté au final à un combat qui était entre Corses. Voilà. Entre des Corses, parfois même dans nos propres familles, où il fallait démontrer aux nôtres que tout laisser tomber, que tout abandonner, que mépriser tout ce qui constituait notre héritage et regarder de manière dévote tout ce qui regardait et tout ce qui venait de l'extérieur, c'était pas la solution. Donc il y a eu une espèce de jeu interne, de pression interne, en plus dans une société de proximité, qui a rendu très difficile au final l'incorporation d'éléments culturels extérieurs, parce qu'il y avait une énorme insécurité identitaire. Et quand on a une insécurité identitaire, c'est difficile. On le voit, hein, on a eu des débats sempiternels. Est-ce qu'on peut faire du rock en Corse? Oui, non, bon. C'était lourd. Je veux dire, il y a toujours eu cette espèce de poids. Donc moi, personnellement, en tant qu'artiste, je vais répondre, j'ai toujours fui comme la peste l'espèce de solennité qui consiste à essayer un briagone, des genoux qui brillent au comptoir, à gueuler fort, et à parler sempre française, et puis à monter sur scène et avoir une posture de bras de guerrier solennel qui parle au nom du peuple corse. Wow, rien. Bon, donc là-dedans, je pense que la clé, c'est d'exprimer ce qu'on a. Voilà, c'est pas d'essayer de ressembler à quelque chose,
C'est pas d'essayer aussi de se dire que parce que je vais reproduire tel schéma extérieur, je suis particulièrement plus moderne. C'est tout simplement de faire ce qui nous plaît en essayant de se situer intellectuellement dans l'espace le plus libre possible. Voilà. Et laisser parler la créativité dans ce qu'elle a envie d'exprimer. Moi, personnellement, comme artiste, je me suis beaucoup penché sur l'histoire parce que je trouve que l'histoire, elle a un narratif qui est extraordinaire, mais qui permet aussi du détachement. Qui permet du détachement, de l'humour, de la légèreté, de raconter des choses qui sont profondément bordéliques, qui sont imparfaites parce qu'elles sont humaines. Voilà, là-dedans, je pense qu'il faut bien comprendre que tout part d'un conflit, à mon avis, entre Corses ralliés et Corses qui ne sont pas encore résolus à une assimilation complète, quoi. Et cette pression interne à la société, elle a pesé. Mais bon, si demain on retrouve, d'ailleurs dans le traditionnel, toute une dimension festive, hein, voilà, qui était très fonctionnelle, les gens dansaient, les gens chantaient. Si on lit Jean-Christophe Litsch, on tombe sur le portrait justement qui nous fait tomber de la chaise, parce que la société corse du XVIIIe siècle est une société qui contourne constamment les interdits génois pour faire la fête. C'est des gros fêtards, c'est une société qui est très festive, c'est une musique qui est conçue pour danser. Voilà, il y a cette dimension-là. Et cette dimension-là, je pense qu'à partir du moment où on est rentré dans un rapport culturel de dominant-dominé qui a déteint sur l'intérieur de la société corse, on est rentré dans autre chose. Parce qu'on est rentré dans quelque chose qui devait avoir, quelque part, devait faire une démonstration. Et ça a pesé et biaisé, mais aussi créé de très belles choses. Voilà. Mais si on veut se rapprocher vraiment de la tradition spoudiga, on fait de la musique à danser, on fait de l'irlandais. Voilà. Buongiorno, sono Aburazia, forse ne hai parlato già appena, ma hai venuto un anno su Ayala Kamura Giul e tutte queste musiche di qualità, ma è un mio mondo veramente a piazza di un rap, poi una musica corsa, chi può trovare, se è veramente mezzo da cui tocca per esempio a gioventù, chi ascolta di più, o veramente un mondo chi ne pensa di associarsi in una musica corsa e in corsa. Di una domanda complicata. Ciò che penso, allora, penso di già che ce la distingue il rap tra di essi. Ciò che lo ascolta oggi è un rap che ha vinto un terreno commerciale. Vale a dire un rap che esprime pochi affari, da un punto di vista letterario, quando da un punto di vista storico il rap è stato di noi un portabandiera di un malessere cittadino che ha dato certe meraviglie. Io per esempio quando ero al collegio sono cresciuto con l'école du micro d'argent d'Ayam, dove ci raccontano con una qualità di scrittura che era impressionante e si ritrova l'equivalente di questa maniera che lavoro del rap di palesare un malessere cittadino che lo si ritrova assai in America, di quartieri di grandi città americane. Di qua è un rap all'origine, è un canto indiato che parla di un malessere cittadino e trovo che quest'idea di cantare un malessere cittadino corrisponde oggi assai di più alla realtà se lo si vuole riavere un canto indiato corso che di Ribbia canta. Sono appena provocatore quando dico questo. Dopo, una volta di più, penso che il rap oggi non è più un canto indiato, è diventato una cultura dominante. E a partire da un momento dove qualcosa diventa cultura dominante, di questi che la società corsa, come si pone mica domande identitarie, c'è un botta prima, e di questi che quello che riguarda l'assimilazione ad abitare, non picchia mica in particolare non la vita del trottoir, non ta mon homme, come o ben di Paolo Soni, come lo picchiamo oggi non ta giuro a Yana Kamura, picchiamo non ta sta sempiderna, capacità che la noi corsi di lampassi a vita versa, non ta tutti gli elementi culturali che vengono da ovora, per comprare la qualità, a partire di un momento che la noi si impressiona di non essere mica in ritardo, non ta il resto del mondo. Di qua avere la domanda. Dunque, il rap in sé, per me potrebbe essere un impiego assai interessante, in particolare siamo tutti, quasi tutti cresciuti in città, siamo in un malessere che è un malessere di cittadini,
siamo in una sofferenza culturale che è quella di una gioventù che è confrontata a problemi di mafia, di droga, di piccola delinquenza. Dunque l'universo che lo esprime il rap è particolarmente adatto a questo, particolarmente vero. E io penso che un buon scrivano che impiegherebbe, e da stonda di andare di lontano, ma e battle rap e già mi rispondi, scuserete, ma di stessa fare, in un quadro culturale che è sfarante. Ciò che c'è la distingue è che più un elemento culturale da lavoro avrà sempre os effetti interessanti, l'universo che invece nasce. E il rap è un universo nativo che a mio avviso ci può parlare assai oggi. Ma di sicuro il rap che noi riceviamo oggi sono gente che infatti, parlando tre parole di francese strappate, ci lavaggiano a battere Michael Jackson in di charts. E dunque, come culture dominante de mauvais goût, le Corse va se précipiter dessus avec délectation. Et nous autres qui nous situons plutôt dans l'aspect résistant de la société, on ne se bat pas contre Joule. Tu vas qui contre les Corses? C'est quoi qui tu l'as cabi? Une fois de plus, c'est les tensions internes à la société qui parlent. C'est-à-dire, putain, je ne crois pas des gens con la parola ai Corsi, mi interessa dal mondo di ciò che può essere di nostro paese e tutte merde che vanno da fuori abbiano fatto addosso come una mosca. Riflettite a ciò che può diventare, ma non è mica rap il problema. Di questa capacità che hanno i corsi a percepirsi come una società in ritardo di qualcosa e che assurpano tutto ciò che viene da fuori senza giudicare la qualità. Voglio dare un esempio, il record di un balladino en influence mi pare di Black M. Black M una settimana dopo non c'era più di Niscia, mais au moment où il est passé, on le voyait passer tous les jours sur MCM, donc tu lui apportes tout petit gauche, tu dis le gauche d'intro, des fois qu'il soit pas en retard civilisationnel. Vous imaginez un peu, il serait passé à côté de ça, mais attends, ça aurait été une horrible frustration, intolérable. Voilà, per contre, apportare a canta e avere i giami, bon, rimane importante. Voilà, e penso che infatti di non questa realtà qui che ce l'interrogassi, di più che non da ciò che viene da ora, ce l'interrogassi non da elite interna alla società, e penso che a Dio e questo dentro di normalizzare a usare di società corsa, di entrare di facile, di normalizzare la qualità culturale corsa e l'importanza che ha. A partire da un momento dove non ci sarà mica questa impressione di essere costretti di fare una dimostrazione di dignità riguardo a quelli che sono di stesso sangue che noi, una volta che noi avremo di passato qua, penso che questo genere di vite passeranno naturalmente. E per esempio qui quando c'è Blanquer che ha tazzato scuola corsa, trovo la reazione di un mondo politico corso assai interessante perché veramente ci sono tutti i bordi che hanno detto di fare la finita con la Gumirria. E questo è un grande passo mancato che a mio avviso Eliado a questi elementi qui. Voilà, dunque il rap in sé è assai interessante, assai adatto a ciò che noi campiamo, è una camorra giù, cultura dominante di basso livello, dunque resistenza interna di società corsa tra... ci avremo quelli impinzuditi, ma sono ancora troppo... è un po' più complicato che questo, e quelli che volerebbero salvare elementi culturali locali. Ecco. Alors, personnellement... je sais pas aller fort. Personnellement, je trouve que le rap, en termes d'import extérieur, n'est pas forcément à laisser de côté, surtout que le Corse peut s'adapter aux chants comme le rap, et on a l'exemple parfait avec d'autres chants, d'autres façons de chanter. Je prends l'exemple par exemple des cantés ou des parents qui chantaient quelque chose vraiment autre chose complètement, et même Rial, qui a pris le rock venu des États-Unis, donc prendre des apports extérieurs pour faire de la musique en Corse, est-ce que c'est vraiment quelque chose de mauvais? Moi je pense pas. Pas du tout. C'est justement, je dis tout le contraire. C'est ni bon ni mauvais. La connaissance musicale, qu'est-ce que c'est pour un musicien? C'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils. Donc tu peux faire un jardin merveilleux avec une zappa et ton savoir-faire. Exemple, Miguel Paoli qui descend de Zero, qui prend sa guitare, qui fait 6
Gentillo, qui dure 7 minutes, la chanson, tout le monde adore, parce qu'il y a un garbo incroyable, il a 3 bouts de ficelle et il fait un truc extraordinaire. Et la musique, ça peut aller de ça jusqu'à Michael Jackson, où il y a 30 bases de son derrière, où c'est quasiment des maths, quoi, c'est des ingénieurs qui conçoivent une musique qui est surproduite. Bon, c'est ça la réflexion là-dedans. La connaissance musicale et les apports musicaux ne sont qu'une boîte à outils. Et des influences musicales, quand on veut jouer du purisme, même dans la tradition, tu sais à peu près ce qui vient d'Europe de l'Est, tu sais ce qui vient du sud de la Méditerranée, tu sais ce qui vient d'Italie. Bon, là-dedans, c'est pas tellement, je pense, c'est un faux débat. C'est le goût avec lequel on le fait. Alors, tu cites Rialto. Rialto, c'est très intéressant parce que ça se situe au même moment que la naissance de Kant. Et d'une certaine manière, Rialto est absorbé par la nébuleuse Kant. Parce que Kant va chanter justement des problématiques qui sont tellement violentes que, bon, et puis ils vont être un peu rappelés à l'ordre aussi. Hein, d'après Christophe McDaniel, ils disent que, bon, c'est à un moment donné, les militaires vont dire, non, bon, je raconte à l'autre. Hein. Mais si on étudie Rialto, on a déjà une musique qui est très sophistiquée. Mais Rialto, qu'est-ce que c'est qui fait la différence? C'est la connaissance du terreau corse. C'est là, une fois de plus, où il y a une hypocrisie. Nous, quand on était au lycée, c'est pas qu'on voulait pas faire du rock ou qu'on voulait pas faire de ça. C'est que, d'une certaine manière, il y a toujours eu un déni d'acculturation au sein de la société corse. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont parfaitement acculturés, qui n'ont plus rien de corse, et qui disent, non, on peut être corse et faire ça, oui, mais quid de l'acculturation? Là, au Rialto, brandissait une connaissance particulièrement fine du patrimoine mythique et légendaire de Corse. Toutes les chansons de Rialto sont des références aux croyances païennes. C'est un putain de groupe de païens. Non, mais et c'était super bien écrit. Et c'était des réflexions profondes sur le cercle de la vie, c'était Origir, voilà, où on retrouvait d'une certaine manière une lecture du monde qui était proche de ce que nous enseigne l'étude des Standari. C'était ça qu'ils ont fait, Rialto. Ciò che ci vuole è che all'origine ci sia una maestria di giochi di e segorso, ci sia una conoscenza. À partir du moment où tu es solide sur tes bases culturelles, il ne peut plus rien t'arriver, tu peux faire n'importe quoi. Paolo Conte, la moitié de ses chansons, c'est de l'anglais strappé. Est-ce que les gens ils disent oh, mais il fait de l'anglais, il ne fait pas d'italien, il n'y a pas plus italien. Ça n'existe pas, on ne peut pas faire plus italien que Paolo Conte. Bon voilà, pourtant, toutes ces influences, au final, elles sont américaines. Où est le problème? Mais parce qu'en amont, voilà, je veux dire, c'est ça, c'est là où il y a une dimension, où il y a un faux débat. C'est que les gens confondent la problématique que constitue l'incorporation d'éléments musicaux extérieurs et l'insécurité culturelle, l'interrogation, le doute, et le fait de ne pas véritablement savoir ce que nous sommes. Tout part de la culturation. Et dans cette mesure-là, Kant a au moins eu le mérite de proposer le reflet d'un monde. Voilà. Notamment sur 2 albums qui sont les moins engagés, hein, pour le coup, qui sont Ereo di Domani et qui sont Cantigliada di Lumi, qui permettent d'avoir sur un relativement grand public un espèce de portrait de ce qu'est la tradition corse. Mais après, là-dedans, et ensuite, je situe donc Rialto, c'est une parenthèse courte, hein, ça a été un disque enregistré en une journée, mais c'est quand même très révélateur. Et puis bon, je trouve que la complexité et le niveau musical est étourdissant. Après, les frères Rennes, c'est devenu des musiciens de jazz renommés. Bon, après, McDaniel et Gallet, ils ont fait Kant, voilà. Puis McDaniel a continué avec Guelfucci. C'était des putains de bons musiciens, hein. Il y a ça aussi là-dedans. Donc le cas de Rialto, je pense qu'il faut surtout regarder ça. Oui, c'était du Zeul, oui, c'était du rock progressif, et oui, le type, il savait ce que c'était Amumba, il Agramanti, Mazzeri, voilà, il y avait une connaissance en amont du terrain, des croyances corses qui étaient surprenantes. Bon, c'était Domenico Antonelli qui écrivait Jacques Thiers, hein. Donc, il y avait ça. Ensuite, dans le cas des Varans et surtout des Cantelli, je pense qu'on se situe sur autre chose. Je pense qu'on est à la fin des années 90, ou voilà, à partir de la moitié, et que le schéma du riacquiste, il est usé jusqu'à la trame, et puis cette espèce d'idée profondément utopique qui a bercé les premières années du riacquiste vient de s'effondrer complètement. Complètement, c'è la guerra tra nazionalisti, di un père scompianto, donc à un moment donné, l'odore di nostri mesi, je veux dire, elle touche ses limites. Elle touche ses limites, elle est rattrapée par le réel. Et donc il y a eu, je pense, une envie de réalité. Cette envie de réalité, tu la retrouves dans l'écriture de Biancarelli, par exemple, où il te pose Mortorio sur la table, qui a une œuvre énorme, colossale, quoi. Il te dit, non, putain, regardez ce que c'est la réalité, ça nous fait mal. Voilà, c'est ça ce qu'on devient. Le peuple du quad, c'est pareil, il pose des œuvres terribles,
Et d'un point de vue musical, pour moi, le pendant, c'est les cantelli et c'est les varans, plus les cantelli même à la rigueur. Pourquoi? Parce qu'ils te montrent ce que c'est que la réalité, voilà, avec de la cave, de l'alcool à tout berzingue, c'est un choupamou, c'est des mecs qui se perdent, voilà, et pas des types qui sont pasteurs et non pas et pas qu'on correspond à bio à la réalité. Donc je pense que c'est une nécessité de réalité qui a poussé cette espèce de mouvement et littéraire et musical. Voilà. Mais une fois de plus, pour moi, il n'y a aucun problème dans l'incorporation, dans les choix musicaux, dans les reprises. Il y a un problème d'acculturation et de manque de maîtrise de ce qu'est la Corse, son histoire et sa culture. À partir du moment où on est solide sur ses bases, en musique, on fait ce qu'on veut. Il y a pas de... Et je pense qu'il y a des démonstrations dans le monde entier quoi, de ça. Et d'ailleurs, c'est une marque de fragilité que d'avoir besoin de s'enfermer dans l'austérité. Hein. C'est terrible, quoi. Je voulais poser une autre question en rapport avec ça. Quelle serait là où les solutions aujourd'hui, du coup, avec un peuple qui n'est pas solide sur ses bases culturelles, qui doute beaucoup de lui-même, qui est composé d'une nouvelle génération qui est, pour la plupart de ses membres, acculturée, extrêmement francisée, en tout cas tournée vers l'international, si ce n'est américanisée, vu que c'est quand même une culture mondiale, globale. Quelle serait la solution ou les solutions avec le chant? Est-ce que ce serait de faire de la musique d'autres genres, des genres qui viennent d'ailleurs, comme du jazz, du blues ou même d'autres styles complètement différents, pour justement ramener la jeune population à reparler corse et après à revenir à ce réacquise tout là? Est-ce que ce serait ça la solution? Moi, je pense que les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Donc, si tu veux, tu vas faire un espèce de... Moi, j'ai beaucoup de mal, voilà, avec l'idée de dire, il a fait quelque chose de moderne, parce qu'il a fait quelque chose qui est venu de l'extérieur. C'est pas égal par ailleurs. Voilà, c'est pas parce que tu fous une basse, une batterie, une guitare électrique que tu fais quelque chose de moderne. Ça fait un siècle que ça existe, c'est pas moderne. Il y a plein de vidéos en noir et blanc de mecs avec une guitare électrique. Et bon, je veux dire, c'est là où il y a une faille de pensée, je pense. On a trop tendance, mais ça, là encore, c'est l'insécurité culturelle. Il y a une tendance à penser que la modernité passe automatiquement par l'incorporation d'éléments extérieurs. Elle ne peut pas venir d'une initiative locale. Ça, c'est une faille qu'on retrouve à tous les étages de l'immeuble, mais qui est vraiment une faille, à mon avis, à combattre. Et quand tu as été particulièrement moderne, particulièrement ancré dans leur temps, justement parce qu'ils faisaient du trad, et qu'ils avaient une base traditionnelle forte. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi j'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse sur les orientations culturelles à donner à la Corse. Moi je peux te dire le choix personnel que j'ai fait. Moi j'ai utilisé l'allégorie historique. J'ai utilisé l'allégorie historique, j'ai utilisé le message, je dis voilà, così si basso. Parce que l'histoire, elle permet aussi, d'une certaine manière, et d'être solennel quand il faut, et d'être léger quand il faut, et d'être humoristique, et d'être toujours actuel. On risque rien quand on est sur un terrain historique parce que ça bouge pas. Et donc là-dedans, on peut quelque part nourrir les esprits, porter des messages sans tomber dans la solennité. Et moi, si c'est pour refaire du cantat des années 70, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas là pour chanter Cadena et l'Armada. J'ai adoré ça jeune, j'ai eu mon temps, voilà, je considère que c'est daté, ça a été très bien fait, on ne peut pas ressasser à l'infini. Donc, moi je pense que la question là-dedans, la seule réponse que je peux donner, c'est de dire qu'on a un patrimoine musical qui est très riche et qu'on a l'histoire qui est probablement une des plus fascinantes au monde. Parce que justement, elle est faite de contradictions, elle est faite de bordel, elle est faite d'un mélange étonnant de saillies lumineuses et des trucs le plus misérable que tu puisses imaginer, où tu as tous les plus bas instincts de l'homme qui apparaissent de façon spectaculaire comme tu peux avoir, catalysés par la proximité, les plus grandes bravoures, les plus grands coups de panache. Je veux dire, là-dedans, il y a des interrogations à mener qui vont amener justement les nouvelles générations à dire bon, on a quelque chose ici d'intéressant, on va se pencher dessus. À partir du moment où on a réussi à normaliser cette espèce de chemin de dignité, à mon avis, il n'y aura plus de problème. Mais la clé passe par là. Elle passe par la certitude ancrée chez les Corses que leur histoire et leur culture ne sont pas inférieures, qu'elles ne sont pas moins modernes, qu'elles n'enferment pas dans le sous-sol de la cave de Baba, mais au contraire que ce sont des portes ouvertes qui nous permettent de regarder le monde avec nos yeux à nous.
pas avec un regard emporté. Et je pense que la clé est véritablement là, elle est dans la connaissance et dans la maîtrise culturelle de la langue, de l'histoire et évidemment du chant. Et je pense qu'à partir du moment où les gens arriveront à 15-16 ans conscients qu'ils ont chez les Chinarkés, ça flambe tout autant que dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Game of Thrones, il n'y aura plus aucun problème. Hein. Voilà, c'est juste qu'il faut réussir à rendre ça accessible et à le normaliser, à faire que ce ne soit pas quelque chose qui ne puisse être l'apanage que d'une archi-minorité de curieux et d'illuminés. Je pense qu'en Corse, les militants, depuis très longtemps, en fait, pallient au manque de tout le reste de la société. Voilà, et ça c'est quelque chose de douloureux. Certe pratiche liate a una società passata come oggi, ma per le elezioni abbiamo sempre le elezioni, esistono sempre eppure abbiamo perso conto d'elezione perché? È esattamente ciò che noi diciamo prima. Penso che infatti c'era una funzione catartica in Corsica che permetteva in una società di prossimità di passare per Uganda per Rima per far accettare elementi che avevano provocato l'idea greve se tu presentavi di maniera frontale così. Dunque oggi il canto d'elezione, oggi mi rispondi di uno spazio, di una certa maniera dove tu puoi esprimere anche i conflitti, ciò che tu non puoi mica fare in una società così stretta, perché bon, e ti ha già detto, con certi già mi rispondi hanno finito da porterate, poi non passa mica sempre. Ma dunque, qui c'è domanda parecchi elementi, domanda chiaramente, rispondi, non capisci questo caso qui, c'est qu'ils sont capables de se connecter au Jivago. Voilà, il faut qu'ils comprennent le code Jivago, donc che li rigettino in questa maniera di un mondo qui, che l'accettessimo. Questo è il primo punto, che disciplinino in capacità di capire e soprattutto penso che, una volta di più, di una pratica che viene da una società collettivista dove la gente si conosce. E non è mica forse adatto a una società che è una società internazionalizzata, individualista, a estreme. E penso che l'individuo oggi è assai di più protetto, ha un'idea assai di più stretta di ciò che dia sua dignità. Non si può più attaccare oggi non all'individuo come li faceva all'epoca. Anche così tardi, leggi certi articoli di amore, ciò che mettono, non dai capiglani, non dai capistadi, quelli che pescano più sono i capimacci locali. O si facciano trattare di borchi da mattina a sera, non dai un affare stampato. Voilà, ti c'è di capi da trolla, non sai i borchi. Oggi on peut mica scrivere, c'est complicato d'abord, remarque que sur les réseaux sociaux ça se fait, mais sans ce tamis et sans cette espèce de dorure littéraire. Donc, e sono convinto che se per esempio scuola corsa riesce a formare la più importante di corsovani che gli facciano un lavoro lavoro, ma sono convinto che da qui a 10 anni per risolvere i canti di lezione, perché rimpascia gente tutta una normalità culturale. E perché mica? Sono sicuro che oggi si è accettato perché, ma ciò che non ci sia una valorizzazione di questo. E penso che di una idea, ce la fa, ma si può arrivare, a mio avviso, c'è stato un tempo dove non era più adatto, ma c'è qualcosa che si può riacquistare, perché mica? Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, è ma buon piegui, penso. E mi ringraziato a Marc-André Castellani per questa conferenza e se volete comprare e far firmare un libro è possibile, una ventina penso per questi libri e un buon Shakabana per questa conferenza. Ringraziamo di nuovo il culturale per l'organizzazione di GSS e vi invitiamo di nuovo a andare allo spettacolo a Seo Remedi, allo spazio Natale Luciani. Ecco, poi Shakabana di nuovo a tecnica e al centro culturale.